Aujourd'hui, il nous manque environ 150 000 € avant le 20 juillet. 150 000 €, c'est une somme importante et qui exige une mobilisation totale pour faire face aux échéances et rétablir le budget de TVL. Cette somme doit aussi servir à renforcer la chaîne que vous avez choisie, celle à laquelle vous êtes attaché. 150 000 €, c'est aussi le montant qui vous est littéralement volé dans vos portefeuilles pour financer la propagande de l'audiovisuel public. Volé parce que prélevé sans votre accord et parce qu'ils partent, ces euros, financer, par exemple, les salaires exorbitants des 5 principaux dirigeants de l'audiovisuel public. Cette somme, c'est 2 mois de leur train de vie, alors qu'elle pourrait aller à votre chaîne, à vos idées, à une information qui vous ressemble. Toujours à titre de comparaison, 150 000 €, c'est le salaire d'Élise Lucet sur France 2 pendant à peine 6 mois, celui de Nagui pendant 3 mois. Ce sont 20 minutes de matraquage idéologique diffusées sur le service public. 20 minutes payées avec votre argent, celui de votre travail. Patrick Cohen, lui, touche 8 000 € par mois pour 16 petites chroniques mensuelles sur France 5, toujours à vos frais. Ces 150 000 € ne doivent plus alimenter un système déconnecté qui tourne le dos à ceux qu'il prétend informer pour mieux servir les intérêts de l'extrême centre et de l'extrême gauche réunis. Ils doivent vous revenir à ceux qui veulent faire vivre TVL, revenir à ceux qui attendent une vraie alternative médiatique. Nous refusons que la somme totale de 4 milliards d'euros par an continue d'être captée au profit d'un système, d'une mafia de plus en plus éloignée des Français. Il faut privatiser le service public de l'audiovisuel. De notre côté, la mobilisation est donc, je vous l'ai dit, impérative. Il reste peu de temps pour réunir notre budget de fonctionnement avant, je vous l'ai dit, le 20 juillet. Faire un don à TVL, c'est refuser le détournement. C'est choisir librement la destination de votre argent. C'est exercer un droit fondamental, celui de soutenir une information libre, indépendante et respectueuse de ses téléspectateurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous partons tous à Rio pour le nouveau sommet des BRICS. Alors, quels sont les enjeux de ce nouveau rendez-vous ? Les BRICS sont-ils une alternative crédible à l'hégémonie américaine qui semble déclinante ? Le retour de Donald Trump a-t-il eu un impact sur le développement des BRICS ? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de ce programme. Alors n'oubliez pas, cliquez sur le pouce en l'air, ça prend 1 seconde et c'est extrêmement efficace pour le référencement. Pensez également bien sûr à relayer cette vidéo et évidemment, je vous retrouve dès à présent dans les commentaires juste en dessous. À tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Frédéric Aiguille. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci beaucoup de revenir sur TV Liberté pour annoncer que nous enregistrons le mardi. Pourquoi le mardi alors que ça s'appelle le Samedi Politique ? Eh bien parce que samedi, tout simplement, vous serez pour TV Liberté l'envoyé spécial au Forum des BRICS, à ce sommet des BRICS à Rio, donc au Brésil. Tout à fait. Ben oui, écoutez, on va couvrir. Vous avez préparé votre petite valise, tout est prêt ? Tout est prêt, c'est bon. Nickel. Alors, on vous connaît déjà sur TV Liberté. Vous vous êtes fait connaître avec un épisode amusant, si je puis dire, parce que ça a eu des conséquences professionnelles lourdes, puisque vous avez été interrogé Prisca Thévenot lors du après le Conseil des ministres. Elle était porte-parole du gouvernement. On se rappelle, vous aviez posé une question sur les ingérences étrangères que le gouvernement français semblait uniquement voir du côté russe, et vous l'aviez mis en parallèle évidemment avec le sabotage de Nord Stream, et depuis vous avez été puni puisque vous n'avez plus le droit d'aller à l'Élysée et d'écouter les conférences de presse. J'ai plus le droit de faire mon travail, oui, tout simplement. Donc je suis ravi que vous me permettiez de le faire. Je vais aller le faire au Brésil, hein, nul n'est prophète en son pays. Donc voilà. Alors, on va commencer, Frédéric Aiguille. On va peut-être rappeler déjà ce que sont les BRICS. Maintenant, c'est les BRICS+. Alors, les BRICS, initialement, c'était le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. C'est désormais aussi l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran,
pays très important, on y reviendra un peu plus tard, les Émirats arabes unis, l'Indonésie, et on sait que l'Arabie saoudite a une position un peu d'observateur, de candidat, plus trop candidat, pour des raisons géopolitiques, on le verra tout à l'heure. Pour information, les BRICS+, maintenant, ça représente quasiment la moitié de la population mondiale. Donc c'est pour cette raison, évidemment, que TV Liberté a jugé utile d'envoyer un journaliste au sommet des BRICS, puisque les grands médias ne feront peu ou prou pas trop le travail, comme ils l'ont fait déjà très peu à Kazan. À Kazan, premier forum des BRICS en Russie, où vous étiez déjà. Oui, tout à fait. Et c'est effectivement, aujourd'hui, on voit donc une balance des pouvoirs, on assiste à un rééquilibrage des pouvoirs vraiment fondamental. Et comme vous l'avez dit, moi j'ai été couvrir ce sommet-là à Kazan, et il était absolument évident qu'il n'est pas couvert à la hauteur de ce qu'il représente par les médias mainstream aujourd'hui. Et donc il faut reprendre le flambeau en fait, et il faut faire ce travail parce que c'est absolument essentiel pour comprendre les enjeux du siècle qui vient. Parce qu'on est vraiment en train d'assister à un chamboulement géopolitique. C'est-à-dire qu'on est en train de redéfinir l'architecture sécuritaire, l'architecture de gouvernance globale est en train de se réécrire. Donc c'est absolument fondamental, il faut être là, il faut comprendre ce qui se passe. Alors l'autre fois, vous l'avez dit, à Kazan, on était en Russie, donc évidemment, Vladimir Poutine était présent et crucial même au fil de ce sommet. Cette fois, donc, le pays hôte, c'est le Brésil, qui a donc pris la présidence des BRICS. Le Brésil a plusieurs particularités. Il est notamment membre de la Cour pénale internationale. Ce statut de membre de la Cour pénale internationale, évidemment, empêche, même si on va y revenir, Vladimir Poutine d'assister à ce sommet des BRICS. Évidemment, on a le sentiment que sans la représentation russe par la présidence, puisque Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, sera bien entendu sur place, il y a un peu moins d'importance à Rio qu'à Kazan. Alors sur ce point-là, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut tirer comme information de cet état de fait, c'est qu'effectivement, on a, comme c'était le cas d'ailleurs en Afrique du Sud en 2023 lors du sommet des BRICS là-bas. Les Russes ont dit, le Kremlin a expliqué qu'ils n'avaient pas reçu l'assurance du Brésil que Vladimir Poutine ne serait pas arrêté, et donc Vladimir Poutine ne s'y rend pas. Donc on voit bien que le travail de fond qu'ils sont en train de faire en fait contre cette hégémonie occidentale, même si la CPI c'est quand même particulier parce que les États-Unis n'en sont pas membres, pas plus d'ailleurs que la Russie ou que la Chine ne reconnaissent pas leur juridiction. Mais malgré tout, ça reste un outil dont se servent les Occidentaux pour avancer leurs propres intérêts. Et on voit bien que les BRICS sont en train de construire un monde parallèle, mais ils n'ont pas encore réussi à le construire concrètement, vu qu'aujourd'hui, dans les faits, Vladimir Poutine ne peut pas se déplacer, ne peut pas y aller. Donc, et ce qui est quand même amusant, un petit détail, c'est que Vladimir Poutine est allé en Mongolie il n'y a pas très longtemps. La Mongolie, alors les gens peuvent peut-être négliger, mais c'est un grand pays. Ouais. Et accessoirement, qui est membre de la CPI, et le président a décidé de faire fi en fait, du mandat d'arrêt contre Poutine et de recevoir Poutine sans l'arrêter, bien entendu, pas le remettre à la justice. Et donc, il était tout à fait envisageable pour le Brésil de faire pareil. Et c'est pour ça qu'on va aller voir ce qui se passe à ce sommet, parce que on voit bien que la démarche qui est en cours n'est pas encore aboutie des BRICS. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien fait remarquer, la Mongolie a pu donner les assurances à la Russie que Vladimir Poutine ne serait pas assuré. Le Brésil n'a pas été en mesure de faire ça. Donc voilà, on est dans cette logique, mais cette logique n'est pas aboutie. Donc la non-présence de Vladimir Poutine, c'est évidemment un point important, mais un point peut-être plus important à ce titre-là, c'est celle de Xi Jinping, le président chinois, qui lui ne se déplacera pas, ce qui est une première depuis 2013. Il s'y est toujours déplacé et il va falloir essayer de comprendre ce que ça veut dire pour les BRICS aujourd'hui. Est-ce que c'est un message qui est envoyé? Parce que ce sommet qui se tient donc en juillet, normalement était censé se tenir un an après celui de Kazan. C'est-à-dire que celui de Kazan s'est tenu en octobre 2024. Donc il aurait fallu attendre grosso modo octobre ou novembre 2025. Or, il se trouve que le Brésil accueillera aussi la COP30 et a fait le choix de ne pas décaler la COP30 et a choisi de décaler donc le sommet des BRICS, donc à l'avancée de 6 mois. Ce qui est un choix fort là aussi et qui est un des challenges auxquels font face aujourd'hui les BRICS. Alors c'est intéressant justement ce que vous dites parce que c'est vraiment l'illustration de la position du Brésil qui aujourd'hui a un pied des deux côtés, on va dire pour être poli et pas dire autre chose. On a vraiment ce sentiment-là, c'est-à-dire que on fait partie des BRICS.
On est membre crucial, d'ailleurs, des BRICS. On est fondateur, etc., etc. Mais en même temps, on ne se coupe pas de l'Occident. Alors, vous me direz, la Russie n'a pas volontairement coupé avec l'Occident. C'est plutôt l'Occident qui a coupé avec la Russie. On pourrait dire un petit peu la même chose avec la Chine. Mais c'est quand même assez intéressant, cette position de Lula, qui est peut-être propre à Lula, d'ailleurs, plus qu'au Brésil. Oui, c'est effectivement à voir. Après, est-ce que Bolsonaro, ça aurait été pas différent? Est-ce qu'il n'aurait pas pris une position similaire à Javier Milei? Parce qu'on a évoqué, vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, on peut aussi parler de l'Argentine. L'Argentine qui était devenue membre des BRICS et qui a été retirée du groupe par Javier Milei, qui est un proche de Donald Trump. Donc on voit bien les challenges auxquels font face ce groupe-là. Lula, effectivement, a une position qui est différente de celle de la Russie. La Russie se construit, effectivement, est en train d'essayer de construire ces outils-là de façon à pouvoir s'émanciper, en fait, des outils occidentaux qui s'en servent contre elle, en fait. La position du Brésil est forcément différente parce qu'ils n'ont pas subi ce qu'a subi la Russie. Et donc, ils sont en plus proches géographiquement des États-Unis. Ils ont des relations qui sont ce qu'elles sont, mais qui ne sont pas si mauvaises. Et donc, on n'est pas forcément dans la même approche. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est en train la crise de croissance, finalement, que sont en train de vivre les BRICS, elle se traduit peut-être aussi un peu là, où il va peut-être commencer à falloir faire un choix, véritablement, entre... les BRICS sont en train d'essayer de construire un monde avec des outils de gouvernance qui sont plus justes pour le reste du monde, qui ne soient pas uniquement justes pour les pays occidentaux. Est-ce qu'ils vont y arriver en restant dans les instances comme aujourd'hui ils comptent le faire, en restant au sein des Nations Unies, etc. Ou est-ce qu'il va vraiment falloir aller plus loin et construire quelque chose de parallèle? Je pense que cette question, aujourd'hui, il va vraiment falloir se la poser sérieusement. Il va falloir qu'ils se la posent de plus en plus sérieusement, parce qu'on voit bien que les Occidentaux et Donald Trump, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, mais n'ont pas l'intention de lâcher la mainmise qu'ils ont sur ces instances-là. Donc, est-ce qu'ils pourront réussir à les réformer ou est-ce qu'il faudra aller plus... s'en émanciper totalement. S'en émanciper totalement, voilà. Ça va être un peu le centre de ces questions, notamment vis-à-vis de l'Iran aussi. On voit ce qui se passe, enfin, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure, mais... voilà, On a le sentiment que la grande difficulté pour ces pays des BRICS, finalement, c'est qu'il leur faut faire un choix qui sera forcément radical, c'est-à-dire soit ils rompent leur lien avec l'Occident pour continuer de se développer, mais c'est un pari très dangereux. Et en réalité, c'est le fait de ne pas vouloir faire ce pari très dangereux, concrètement, si je caricature, c'est de mettre tous ses œufs dans le même panier, qui les empêche aussi de fabriquer un ensemble véritablement fonctionnel. Tout à fait. Après, voilà, ils ont aujourd'hui, encore une fois, pas la volonté de s'opposer frontalement aux outils de gouvernance qui existent déjà. C'est-à-dire qu'ils créent quelques outils parallèles, donc il y a, dans plusieurs domaines, dans les domaines financiers, etc. Il y a des outils parallèles qui sont créés, mais ils ne se placent jamais en opposition frontale par rapport aux outils qui sont entre les mains des Occidentaux. Aujourd'hui, la plupart des outils de gouvernance mondiale, le FMI, l'ONU, tout ce que vous voulez, globalement, c'est entre les mains des Occidentaux. Et ils ne s'y opposent pas frontalement. Donc, eux, ce qu'ils demandent, en fait, c'est la fin du double standard. C'est-à-dire que les règles qui ont été édictées à la base de l'ONU, ils demandent à ce qu'aujourd'hui, elles soient appliquées de la même manière pour tout le monde, que vous soyez le Bangladesh, la Russie, la Chine, ou les États-Unis, ou la France. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, et c'est ce qu'ils souhaitent. Si on finit ce volet sur la question brésilienne et particulièrement Lula, on sait donc que ce sommet, le sommet dont vous avez parlé tout à l'heure, environnemental, la COP30, lui aura lieu à Belém, en Amazonie. Donc on voit bien l'idée, qui est tout à fait légitime d'ailleurs, la question n'est pas là. Mais j'aimerais bien qu'on regarde aussi l'intervention de Lula lorsqu'il était à Paris aux côtés d'Emmanuel Macron. Regardons ce qu'il a dit. Je veux vous dire que je quitterai la présidence du Mercosur avec l'accord UE-Mercosur conclu et mon camarade Macron participera à la signature pour qu'on prenne une bonne photo, une belle photo et si besoin, je viendrai moi-même discuter avec les agriculteurs français pour les expliquer qu'ils seront gagnants aussi avec cet accord. J'en suis convaincu, Macron.
Bon, au-delà de la honte encore infligée au président français, à qui il suggère carrément d'aller lui-même convaincre les agriculteurs du bien fondé du Mercosur, là aussi on voit cette incohérence un peu de Lula qui finalement organise la COP30 en Amazonie, dans une perspective presque de démondialisation, on va dire, et d'arrêt de l'exploitation de la planète, si je caricature un petit peu, tout en vantant les mérites du Mercosur pour son pays et même pour le nôtre. Oui, tout à fait. Après, il défend ses intérêts. C'est-à-dire que nous, on n'a plus l'habitude en France, mais lui défend les intérêts, en tout cas, que lui considère du Brésil. Et il les défend, et il les défend, et on le voit bien, par ailleurs, en humiliant, on ne peut pas le dire autrement, en humiliant Macron au passage, ce qui montre bien aujourd'hui la place de la France, notamment par rapport au reste du monde. Parce qu'on aurait pu imaginer une telle séquence, ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans, je pense que ça aurait été vraiment très difficile. Là, on voit bien que l'équilibre des pouvoirs, aujourd'hui, il est là, il est vraiment en train d'être renversé. Quand Lula dit ça à Macron, par ailleurs, il sait très bien que Macron n'est pas décisionnaire dans ces histoires et que de toute façon, au final, ce sera Ursula von der Leyen. Et Ursula von der Leyen a déjà décidé parce que l'Allemagne est d'accord pour signer le Mercosur. Donc voilà, ça donne ce genre de scène. J'ai envie de vous dire pourquoi Lula se priverait-il vu que c'est aujourd'hui la France n'a plus aucun pouvoir, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure l'autre absence très remarquée, j'allais dire, c'est celle du président chinois. Effectivement, on a quand même le sentiment que ce sommet va montrer qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz dans tout cela, parce que les rumeurs disent aussi que le président chinois n'a pas fait le souhait d'aller à Rio, parce que le dîner d'État qui était organisé à Rio, c'était avec Narendra Modi, donc l'Indien. Et donc il se sentait un peu lésé, on l'imagine bien, dans le rendez-vous. Écoutez, il faudra voir, il faut garder quelques pincettes vis-à-vis de tout ça parce que on verra effectivement quels sont les faits, qu'est-ce qui se passe, parce que j'ai vu les déclarations donc du gouvernement chinois qui était pas si clair que ça, qui disait attendez, bon, c'est pas sûr, on verra ce qui se passe, etc. Bon, effectivement, encore une fois, si Xi Jinping ne vient pas, c'est quand même un signal très fort envoyé. C'est un signal très fort envoyé. Est-ce que c'est vis-à-vis de Narendra Modi? Est-ce que c'est vis-à-vis d'autres choses? Est-ce que c'est plus profond que ça? En fait, c'est pour ça qu'on va aller là-bas et c'est pour essayer de le comprendre. Parce que, parce qu'on a souvent une vision des BRICS, je vois dans tous les médias, comme les médias n'en parlent pas, elle est quand même assez floue. Et les gens qui en ont parfois une vision un peu... pas forcément ancrée dans le réel en fait. Mais les BRICS, c'est une construction qui est extrêmement complexe parce que ce sont des intérêts divergents. Ce sont des intérêts divergents qui essaient d'avancer ensemble pour changer un modèle de gouvernance, mais ça reste des intérêts divergents, ça reste des États avec des intérêts divergents. Donc c'est compliqué d'avancer. Jusqu'à présent, ils ont très bien réussi à le faire. Ils ont très bien réussi à le faire quand ils étaient uniquement 5. Maintenant, vous l'avez dit, il y a de nouveaux États qui sont rajoutés là-dessus. À Kazan, il y a aussi eu une nouvelle étape qui a été franchie et qui montre bien finalement cette crise de croissance qui a été le fait de donner le statut d'État partenaire à une dizaine d'autres États, on ne va pas tous les citer ici, mais qui est en fait l'antichambre vraiment des BRICS. Et s'ils font ça, c'est parce que la construction devient de plus en plus complexe. Parce que forcément, plus vous rajoutez des États, plus vous rajoutez des intérêts, plus les intérêts sont divergents et plus c'est compliqué d'avancer ensemble. Et on l'a vu, voilà, vous avez cité l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est un très bon exemple. L'Arabie Saoudite qui a reçu une invitation officielle donc, pour devenir membre, qui était visiblement sur le point de l'accepter. Les Russes pensaient sincèrement qu'à l'issue du sommet de Kazan, il y aurait en tout cas une réponse franche qui soit donnée. Ça n'a pas été le cas. Et l'Arabie Saoudite, concrètement, a attendu de voir ce qui se passait aux États-Unis, a attendu de voir qui allait être élu. On sait que Mohamed Ben Salman a une très bonne relation avec Donald Trump. Maintenant que Donald Trump est élu, est-ce qu'ils vont rebasculer? Dans quel camp ils vont rebasculer, en fait? C'est toute cette question-là, toutes ces questions-là qui se posent. Donc voilà, la construction des BRICS, c'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Et peut-être qu'on est aujourd'hui en train de faire face à la première pierre de contentieux, au premier contentieux en fait. Et donc ça, on va essayer de le découvrir tous ensemble à Rio, quoi.
On a l'impression aussi que la base, quelque part, de la construction des BRICS, c'était le consensus. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup vous l'avez rappelé, de coopération, beaucoup d'accords bilatéraux aussi qui étaient nés par le biais des BRICS, alors que tout le monde imagine que, encore une fois, c'est une autre organisation de gouvernance mondiale, comme vous le disiez tout à l'heure, mais c'est aussi une plateforme presque d'accords bilatéraux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on l'a vu très bien au Forum de Kazan, où il y avait des réunions en marge des BRICS, où certains dirigeants rencontraient d'autres dirigeants et ne parlaient pas des BRICS, mais bien de leurs relations entre leurs deux États. Et on a le sentiment justement que oui, il y a une masse critique qui est déjà atteinte et que ce monde est tellement explosif désormais qu'à force de faire rentrer déjà 10 membres, il y a toujours un des 10 membres qui n'est pas d'accord avec le partenaire du 8e membre et que ça devient effectivement extrêmement compliqué. Oui, tout à fait. C'est un peu le problème. Voilà, on voit le Pakistan, par exemple, qui voulait absolument rentrer, qui était soutenu par certains membres et fait face au veto de l'Inde. Le Venezuela fait face au veto du Brésil. Donc aujourd'hui, quid de Xi Jinping? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Encore une fois, c'est la première fois depuis 2013 qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz aussi vis-à-vis de l'Inde? Vous l'avez dit, peut-être, on ne sait pas, il faudra voir ça. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Plus ils sont nombreux, plus ça va être compliqué. Mais en même temps, c'est aussi j'ai envie de vous dire, c'est un peu leur rançon de la gloire. C'est-à-dire qu'ils présentent un modèle qui se veut plus juste pour le reste du monde par rapport au modèle unipolaire, encore une fois, occidental, qui permet aux Occidentaux de mettre en œuvre leur double standard et donc de continuer à... Mais qu'on comprenne bien, plus juste pour l'intégralité du monde, mais qu'il ne soit pas forcément plus injuste pour les peuples occidentaux. Non, tout à fait. Parce que souvent, on est souvent taxé de tiers-mondiste quand on s'intéresse à la question des BRICS. La question des BRICS, c'est pas l'objectif de tiers-mondiser l'Occident, pas du tout. Non. Il faut bien que les téléspectateurs comprennent. Oui, tout à fait, pas du tout. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir un monde qui fonctionne selon les règles établies, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, encore une fois, l'Occident et qui n'arrête pas de se targuer de la Charte des Nations Unies, de tout ce que vous voulez. Mais regardez ce qui s'est passé en Iran. On voit bien qu'on s'applique, on sort des règles qu'on veut absolument appliquer aux autres. Et ça, c'est inacceptable pour le reste du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on se tiers-mondise nous-mêmes. C'est simplement créer aujourd'hui un monde plus juste pour tout le monde et bien sûr plus juste pour les Occidentaux qui auront tout à fait leur place dans ce monde-là. Notamment les Chinois insistent à chaque fois qu'on leur pose la question là-dessus, ils ne se construisent pas en opposition par rapport aux Occidentaux. Ils ne se construisent en opposition par rapport à personne, en fait. On essaie de construire des ponts, finalement, si vous voulez, plus qu'autre chose. Et alors, justement, ils construisent des ponts, ils construisent des infrastructures. On se rappelle des routes de la soie, où les BRICS ont partiellement accompagné tout cela. Mais concrètement, les réalisations, les projets concrets des BRICS, c'est quoi? Parce qu'on a beaucoup parlé de la monnaie commune. Cette monnaie commune, globalement, elle est au point mort. Alors, elle est plus qu'au point mort. Enfin, pour moi, c'est un projet, ce sont des idées qui ont été lancées un peu en l'air comme ça, mais qui sont totalement irréalisables. Imaginez une monnaie commune entre la Russie, la Chine, l'Inde, des économies très différentes, des peuples très différents. Enfin, c'est absolument invivable et ça ne tient pas du tout la route. En revanche, ce sur quoi ils sont en train de travailler, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation de leurs économies, qui est déjà effective entre la Chine et la Russie, dont les échanges se font à 95 ou 98% en yuan et en roubles. Et c'est un modèle qu'ils veulent appliquer à tous les autres pays et qui intéresse beaucoup tous les autres pays, parce que je rappelle que le dollar aujourd'hui est un outil d'asservissement des peuples. C'est-à-dire que les Américains s'en servent comme d'une arme et c'est ce contre quoi les pays des BRICS veulent se protéger. Et au-delà, évidemment, des pays des BRICS, tout le reste du monde qui voit bien à quelle enseigne est mise notamment la Russie, les kilos de sanctions qui lui tombent dessus pour des raisons qui sont tout à fait discutables, eux, ils ne veulent pas être soumis à ce genre de règles, ils veulent pouvoir s'en émanciper. Et donc là-dessus, en revanche, ils créent des outils qui permettent de s'en émanciper, c'est-à-dire des outils, concrètement des plateformes, qui vont leur permettre d'échanger en monnaie locale et en se passant du dollar. C'est quelque chose qui a plutôt profité au continent africain, ça, par exemple. En tout cas, c'est une idée qui prend beaucoup sur le continent africain, où il y a effectivement une plateforme qui existe maintenant depuis, je sais pas, ça fait une quinzaine d'années, et qui est en train vraiment de se développer, une plateforme d'échange en monnaie locale panafricaine. Vous avez une quinzaine de pays qui sont sur cette plateforme, c'est, je sais plus, 100 ou 150 banques qui l'utilisent.
Donc c'est vraiment un moyen d'essayer de sortir sans s'opposer frontalement. C'est pas une opposition frontale, même si Donald Trump, quand il faisait campagne, considère que la perte du dollar comme monnaie de référence mondiale, c'est pire que la perte d'une guerre. Ce qu'on peut comprendre du point de vue américain, mais du point de vue du reste du monde, c'est une émancipation. Et c'est vraiment se passer de cet outil-là. Il est évident que Donald Trump est rentré en conflit presque ouvert vis-à-vis de ça. On va l'écouter, peut-être on va écouter ses propos qu'il tenait justement pendant la campagne au sujet des principes de dédollarisation. Si un pays me dit « Monsieur, on vous aime beaucoup, mais on ne veut plus utiliser votre monnaie de réserve. On ne va plus faire une transaction en dollars. » Je dirais « OK. Vous allez payer une taxe de 100% sur tout ce que vous vendez aux États-Unis. On adore vos produits et j'espère que vous en vendez beaucoup aux États-Unis, mais vous paierez une taxe de 100%. » Il me dira ensuite, « Monsieur, ce sera un honneur de continuer à utiliser votre monnaie de réserve. » Je ferai comme ça. C'est comme ça que je vais jouer. C'est même pas une partie d'échecs, c'est un jeu de dames. Mais personne d'autre ne peut parler comme ça. Bon, depuis, on l'a vu, Donald Trump a été élu. Il s'amuse beaucoup avec la question des droits de douane. Mais quelque part, on a aussi le sentiment que c'est aussi ça qui plonge le monde dans un processus de dédollarisation. C'est-à-dire que les sanctions permanentes, elles découlent de cette mainmise de l'économie occidentale que l'économie occidentale a sur les pays du Sud global. Et c'est précisément de ça dont ils veulent s'émanciper. Oui, et ce dont ils sont en train de s'émanciper. Et je crains pour Donald Trump, pas pour le reste du monde, mais je crains pour Donald Trump que le mouvement soit irréversible, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous permet et où vous avez... C'est toute la force de ce modèle-là. C'est-à-dire que c'est un modèle multipolaire où vous avez aujourd'hui un équilibre des pouvoirs qui est vraiment en train de changer, où, vous l'avez dit en introduction, les États-Unis ne sont plus le maître du monde absolu qu'ils étaient il y a encore pas si longtemps. Aujourd'hui, vous avez des pôles de pouvoir différents qui sont en train de monter, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit le Brésil, si on va du côté des Amériques. Mais il y a presque une forme de, pardon de vous interrompre, mais une forme de désolidarisation des pouvoirs américains avec ces pouvoirs, cet État profond néoconservateur qui est nomade, in fine, qui parfois va plutôt à Bruxelles, parfois plutôt à Londres, parfois rentre à Washington et reste dans certaines officines américaines. Mais on voit bien que le pouvoir maintenant est divisé. C'est un peu plus compliqué que celui qu'on voit. Tout à fait, mais de toute façon la situation est très divisée, très complexe. On peut pas vraiment la simplifier. Mais en l'occurrence sur le dollar, qui est Donald Trump qui essaie de défendre les intérêts de son pays, veut garder le dollar. Ça me semble vraiment une lutte perdue d'avance. Où aujourd'hui, les outils existent déjà en fait. Les outils existent déjà et à partir du moment où vous avez concrètement, 2 des 3 principaux pôles du monde, que sont la Russie et la Chine, qui ont entamé de façon concrète qui ont fait ce processus-là, en fait, qui sont arrivés pratiquement à la fin de ce processus-là, le reste du monde va suivre. C'est impossible que le reste du monde ne suive pas. Et pour les en empêcher, là, je pense que ça va être, à moins de déclencher des guerres partout, et je ne pense pas que ce soit l'objectif de Donald Trump, ce sera juste impossible. On a le sentiment, en même temps, qu'il est condamné à essayer de ralentir la manœuvre à défaut de pouvoir la stopper. Quand on voit la dette incommensurable des États-Unis, qui visiblement tend plutôt à se creuser que l'inverse, ce qui d'ailleurs justifie une partie des désaccords entre Donald Trump et son ancien acolyte Elon Musk. Concrètement, avec la dette qu'ils ont, ils ont intérêt à ce que le dollar reste toujours aussi dominant pour pouvoir financer leur propre dette, in fine. Tout à fait. Et le reste du monde a intérêt à sortir à s'émanciper de la domination du dollar. Et c'est là-dedans, c'est tout ce qui est en train de se jouer, en fait. En tout cas, c'en est une partie importante de toute cette émancipation aujourd'hui des BRICS. Et c'est pour ça que les BRICS sont un modèle, encore une fois, extrêmement attrayant pour le reste du monde, qui voit un modèle où ils se feront moins écraser concrètement que par le modèle unipolaire. Donc forcément, ils sont attirés par ça. Et est-ce que les BRICS arriveront à amener ce qu'ils promettent finalement? Ça c'est la question, c'est ce qu'on verra. On est aujourd'hui dans une situation extrêmement
chaotique, flou, et on ne sait pas de quel côté la pièce va retomber finalement. Si demain la Chine décide que c'en est trop et finalement retourne sa veste, pourquoi pas, ça me semble hautement improbable, mais sait-on jamais. Les choses rien n'est écrit en fait. Rien n'est écrit, c'est concrètement, encore une fois, l'architecture géopolitique de gouvernance mondiale de demain est en train de s'écrire en ce moment même. Vous dites la Chine, mais finalement, on a vu les échanges au sujet du conflit en Ukraine, des échanges directs entre Vladimir Poutine et Donald Trump. On sait que globalement, Donald Trump a une obsession, c'est en finir avec ce conflit, déjà pour fermer le robinet, tout simplement, des armes sur l'Ukraine. Mais on sait que Vladimir Poutine ne verrait pas d'un mauvais œil que les sanctions occidentales soient levées pour pouvoir reprendre le business, comme dirait Donald Trump. Tout à fait. Donc là aussi, on pourrait penser que la Russie est plus dans une logique de rupture comme elle a pu l'être à un moment où Trump n'était pas revenu au pouvoir et où de toute façon les perspectives de négociation de sortie de crise de l'Ukraine étaient totalement proches de zéro. Tout à fait. Alors deux choses. Un, sur les armes en Ukraine, on a quand même dit, l'Union européenne a quand même dit qu'elle allait payer les armes américaines pour l'Ukraine. Donc c'est aujourd'hui ce qui concrètement va se passer. Est-ce que Donald Trump va accepter de les vendre ou pas, ça on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, Zelensky a de nouveau, il y a quelques jours, demandé des armes à Donald Trump en lui disant non, mais vous inquiétez pas, là, on ne vous demande pas de nous les donner, les Européens paieront pour ces armes. Donc connaissant aujourd'hui nos dirigeants, c'est tout à fait possible. Et connaissant Donald Trump qui est un businessman, c'est pas impossible non plus. Donc ça, c'est un premier point. Sur la Russie, oui, bien sûr, les Russes sont ravis de voir la levée des sanctions, sont ravis de voir le business revenir vis-à-vis des États-Unis, sont tout à fait ouverts à la question, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, ils ont quand même appris de l'histoire et de l'histoire récente et des erreurs finalement qu'ils ont fait à faire trop confiance à la parole des Occidentaux, où ça s'est retourné quand même un paquet de fois contre eux. Donc aujourd'hui, ils vont chercher ce qui est meilleur pour eux, mais ils vont certainement pas bazarder tout ce qu'ils ont construit pour s'émanciper justement de ce modèle-là et de ces sanctions-là. Donc ils vont faire les deux. Ils ont aucun problème à faire du business avec les États-Unis, mais ils vont continuer à construire ce qu'ils ont construit maintenant depuis des années, depuis 20 ans. Et quand on regarde cette logique hégémonique qu'avaient les États-Unis pendant de très nombreuses années, qu'ils ont toujours d'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas craindre que finalement cette alternative des BRICS soit ni plus ni moins une volonté russe et chinoise de s'imposer face au monde en lieu et place des États-Unis, peut-être pour ensuite se livrer à un duel qui permettra qu'il n'en reste plus qu'un à la fin, quoi. Je crois que les Indiens ne seront pas d'accord déjà, et ils pèsent quand même un certain poids. Après, bien sûr, chacun défend ses intérêts, et il est évident qu'on ne peut pas négliger que les plus grosses forces en présence aujourd'hui, qu'elles soient diplomatiques ou économiques ou militaires, si on parle de... Ou démographiques. Ou démographiques, tout à fait, sont clairement chinoises et russes. Maintenant... on ne peut pas négliger le modèle qu'ils amènent et qu'ils annoncent en tout cas. Encore une fois, il a pas encore porté ses fruits, mais sur le papier, ce qu'ils essaient de faire, c'est vraiment de donner la parole, de donner la parole au reste du monde et de mettre fin au double standard qui est aujourd'hui, qui est tellement flagrant quand vous voyez ce qui s'est passé en Iran. Aujourd'hui, c'est inadmissible pour le reste du monde, en fait. On ne peut pas dire on va respecter la charte de l'ONU et derrière bombarder un pays complètement en dehors du droit international et derrière dire, par contre, mais vous, attention, vous devez absolument respecter la charte de l'ONU parce que sinon, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des sanctions, vous allez avoir, etc., etc. Ça, c'est inacceptable dans le monde aujourd'hui. C'était possible à l'époque de l'Irak, c'était possible à l'époque de la Libye, où, encore une fois, le rapport de force n'était plus le même, n'était pas le même. Serbie. Ou de la Serbie, bien sûr. Mais aujourd'hui, le rapport de force a évolué et il faudra faire avec. Là, il n'y a pas ce fondamental-là, ça ne va pas changer en fait. Cette donnée-là, elle est escalée et il va bien falloir faire avec, quoi. Oui, alors vous avez raison parce que vous parlez de l'Iran. Alors effectivement, auparavant, c'était surtout le conflit en Ukraine qui était évoqué quand on parlait des BRICS, parce que bien entendu, dans les BRICS, il y avait la Russie. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis l'élargissement récent avec les BRICS+, il y a l'Iran à l'intérieur des BRICS. On sait qu'il y a quand même des liens très étroits avec la Russie. On sait que les BRICS ont réagi conjointement au moment des frappes américaines sur l'Iran. Il me semble qu'ils ont fait un communiqué commun pour condamner globalement l'intervention.
en invoquant le droit international, tout simplement. On sait aussi que l'Iran aurait acheté des avions à la Chine. Donc on voit qu'il y a aussi la façon de nouer des partenariats militaires et plus seulement avec la Russie qui, elle, a acheté notamment des Shahed pour frapper l'Ukraine. On voit qu'il y a quand même tout un tas de partenariats économico-militaires qui se mettent en place. Ouais, alors l'Iran est absolument central. Vous avez évoqué la Russie, évidemment, il y a un partenariat stratégique entre la Russie et l'Iran. Un partenariat stratégique qui n'est pas un partenariat de défense mutuel, mais qui est un partenariat qui est extrêmement profond. La preuve. Qui a été, voilà, tout à fait, qui a été renouvelé. Après, on pourra discuter plus en profondeur de cette histoire, où il y a beaucoup de choses à dire. Mais en ce qui concerne l'Iran et la Chine, c'est aussi un partenaire fondamental, parce que l'Iran est en plein sur les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie de la Chine, et détient le détroit d'Ormuz, qui est évidemment par lequel transite la majeure partie du pétrole chinois. Donc c'est un allié absolument essentiel pour Pékin, qui n'a pas du tout l'intention de le lâcher. Et c'est pas, on n'est pas comme effectivement quand les États-Unis ont pu intervenir en Irak il y a quelques années. Là, c'est pas pareil. Ça pourra pas se passer comme ça. On voit bien que, finalement, la conclusion de cette histoire, ça va être encore quid du droit international, mais quid du traité de non-prolifération, de l'AIEA, parce que je vous rappelle que jusqu'à preuve du contraire, l'Iran respectait ses engagements. L'Iran respectait ses engagements et a été bombardé de façon... il n'y a aucune raison, c'est vraiment une agression non provoquée. Et donc comment vous voulez défendre vis-à-vis du reste de la planète des traités qui sont signés par les Occidentaux, demander au reste de la planète de se soumettre aux traités qu'ils ont signés, alors que vous concrètement, vous les balayez d'un revers de la main comme ça. C'est pas possible. L'Iran, aujourd'hui, a déclaré qu'elle ne voulait plus recevoir l'agence l'AIEA sur son territoire, parce que aujourd'hui, c'était des sites qui étaient sous protection de l'AIEA qui ont été bombardés. Donc, il n'y a plus aucune raison pour eux de se soumettre à ça, en fait. Alors, on va écouter justement Emmanuel Macron, qui pour une fois n'a pas dit quelque chose qui est totalement en dehors des clous sur ce sujet. Simplement, je reviens sur les propos que vous avez tenus. On n'a pas véritablement de visibilité sur ce que respectait ou pas l'Iran, et pour cause, puisque Donald Trump est sorti des accords sur le nucléaire de toute façon pendant son premier mandat. Donc, dans tous les cas, on ne sait pas exactement où en était l'enrichissement iranien. Ce qu'on sait, c'est que même Tulsi Gabbard, en mars dernier, avait affirmé qu'il n'avait pas et qu'il ne développait pas l'arme nucléaire. Pour autant, il semble quand même qu'ils avaient enrichi très au-delà des 3,7% du nucléaire civil, même si, objectivement, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment les preuves et que ça ne justifie pas pour autant de les bombarder, puisqu'on n'était pas sur le développement d'une arme nucléaire. Et les preuves sont importantes, si vous voulez. C'est-à-dire que dans ce genre de domaine, après, si vous voulez, on peut sortir la caricature de Netanyahou devant l'ONU, où je vais dessiner une bombe et je vais mettre un trait rouge et je vais dire, OK, ils sont à 2 doigts d'avoir l'arme nucléaire. Ça fait 30 ans qu'Israël dit ça, si vous voulez. Et c'est quand même rigolo. Ça rappelle un peu notre ami Colin Powell. Mais c'est exactement pareil. Et c'est quand même, il faut quand même pas négliger, Israël est quand même le seul État au monde qui a obtenu l'arme nucléaire de façon illégale. Et les États-Unis qui ont attaqué... Sans ratifier, comme vous l'avez dit, le traité de non-prolifération. Sans ratifier le traité de non-prolifération. Les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir utilisé offensivement l'arme nucléaire. Que ces 2 pays viennent donner des leçons au reste du monde en bombardant des sites nucléaires, si vous voulez, ça passe pas auprès du reste du monde. C'est impossible que ça passe auprès du reste du monde. C'est fini, cette histoire-là. C'est plus possible, en fait. On écoute notre président Macron. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Pour moi, le pire scénario serait celui où on laisserait l'Iran, après ces frappes qui ont eu une efficacité réelle. Les frappes américaines ont eu une efficacité réelle sur Natanz, Ispahan et Fordo. Mais le pire, ce serait que derrière, la conséquence soit une sortie du traité de non-prolifération de l'Iran, et donc au fond une dérive et un affaiblissement collectif. Alors, c'est ni plus ni moins ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, évidemment, avec des formules de précaution, etc., mais globalement, oui, la situation actuelle pour gérer, entre guillemets, le nucléaire iranien, elle est plutôt pire qu'avant les frappes. Évidemment. Et les choses ne vont pas s'arranger. Et je pense que ça va être aussi un des points clés de discussion, notamment au sommet des BRICS, parce que malgré tout, la Russie reste attachée au traité de non-prolifération. Ils l'ont rappelé après l'intervention de Medvedev qui a beaucoup fait parler.
La Chine, évidemment... Toujours en finesse. Toujours en finesse, exactement. La Chine aussi est attachée. Maintenant, voilà, qu'est-ce que vous voulez que l'Iran... L'Iran est aujourd'hui légitime à faire ce qu'ils font. Il n'y a pas d'autre question. Donc, ça va être... je pense un des angles, et au-delà du simple traité du simple, même s'il est évidemment très important, mais au-delà du traité de non-prolifération, ça s'applique en fait un peu à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement chaotique où on voit bien que les règles peuvent ne plus être respectées, mais si les États-Unis ne respectent pas les règles de façon aussi outrancière, qui devrait respecter quelles règles ? Qu'est-ce qui s'applique ? Est-ce que le droit international s'applique toujours ? On voit Israël, la guerre qui mène à Gaza, on voit qu'elle sort complètement du cadre aussi, c'est pareil. Donc, on arrive dans une période extrêmement trouble où les BRICS, eux, essaient de ramener tout le monde sur ce qui avait été signé il y a 50 ou 70 ans maintenant, en disant il faut juste qu'on applique ce qu'on a signé. Les États-Unis aujourd'hui l'outrepassent totalement. Comment on va avancer là-dedans ? Quelle va être la réaction des BRICS vis-à-vis de tout ça ? Ça va être vraiment très intéressant à suivre. On pourrait aussi signaler que du point de vue de la Russie, Minsk a été violé. Et que c'est aussi pour ça que Vladimir Poutine fait preuve d'autant de précaution quant à des négociations, puisque finalement, si on signe des accords avec des garants, la France et l'Allemagne, en réalité, on a la certitude de rien du tout. Donc voilà, de la manière que le traité de non-prolifération, de la manière... Aujourd'hui, le reste du monde, et donc la Russie, qui est toujours quand même en première ligne dans ce combat contre le monde unipolaire, disons, qui est maintenant bien au fait de la façon de fonctionner, c'est ce qu'ils disent depuis bien longtemps, effectivement. Ils disent, mais si vous ne respectez pas vos accords, comment voulez-vous que ça fonctionne, en fait ? Comment voulez-vous qu'on avance ? Comment voulez-vous qu'on crée une architecture de sécurité globale si personne ne respecte ses accords, si personne ne respecte sa parole ? C'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Et là, on arrive, à mon sens, vraiment au bout de cette logique. On est... parce que les États-Unis ne sont plus dominants comme ils l'ont été, parce qu'il y a ces nouveaux pôles qui sont en train de se créer et qui disent stop, cette façon de fonctionner doit s'arrêter, maintenant faisons autre chose. Mais comme on l'a évoqué au début de cette émission, ce ne sera pas pour autant extrêmement facile pour les BRICS d'arriver et d'imposer une autre méthode ou d'imposer Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il va être facile pour les BRICS de convaincre l'Occident d'arrêter le double standard aussi ostensible auquel il joue depuis maintenant des années. Ça semble quand même très très compliqué comme histoire. Donc on est vraiment dans une période charnière où tout est possible, quoi. La semaine dernière, à votre place, je recevais Caroline Galacteros, la géopolitologue. Justement, je l'interrogeais sur ce droit international à double standard. C'est pas le début de la jungle, là. On est en pleine jungle profonde, là. Le droit... c'est vrai que ça date pas de cette affaire-là, bien sûr. On peut penser au Kosovo, on peut penser à l'Irak d'une certaine manière, on peut penser... Je parle même pas... Il y a même parfois des interventions qui ont été autorisées, y compris par l'ONU, puisqu'en fait, je rappelle quand même que pour se permettre d'aller intervenir militairement sur un autre territoire, il faut soit avoir été agressé directement, ce qui n'était pas le cas des États-Unis, ni d'ailleurs d'Israël dans cette affaire, mais il faut quand même, théoriquement, que les Nations Unies soient d'accord et activent le chapitre 7, c'est-à-dire la menace contre l'appel à la sécurité internationale qui autorise un ou plusieurs États, selon, à réagir. Donc là, il n'y a rien de tout ça. On est dans l'auto-saisine, dans la démonstration de force. Et donc, évidemment, ces calculs sont quand même assez aléatoires. Donc concrètement, pour Caroline Galacteros, le droit international, c'est devenu la jungle. Si je synthétise, c'est la loi du plus fort. On a le sentiment qu'on est face à un dilemme. Concrètement, soit l'Occident se réaligne sur le droit international, soit le Sud global va désormais accepter le principe de sortir du droit international. Mais tout à fait. Tout à fait. Et encore une fois, c'est là où il faut quand même le souligner. Ceux qui ont le plus la tête sur les épaules aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est quand même, en tout cas, la Chine et la Russie, et évidemment le reste des BRICS, mais qui sont l'Inde et le Brésil, etc., qui, eux, disent on veut simplement qu'on applique la Charte des Nations Unies, que tout le monde la respecte et qu'on respecte les engagements qui ont été signés.
Est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les États-Unis et son vassal européen d'effectivement le faire? On peut avoir des doutes. Voilà, ça va être vraiment, à mon avis, tout le sel un peu de ce sommet-là, de voir quelle direction, quelle va être la réflexion des BRICS aujourd'hui vis-à-vis de ces enjeux-là, qui sont très marquants parce qu'ils touchent un des leurs, en fait, parce qu'ils touchent un de leurs États membres, l'Iran qui a été directement attaqué dans ces conditions-là. Donc, comment réagir vis-à-vis de ça? Comment vont réagir les BRICS qui, comme vous l'avez dit encore une fois au début de l'émission, représentent aujourd'hui la majeure partie du monde? En tous les cas, bientôt plus de la moitié, ça c'est certain. On a un point qu'on n'a pas encore évoqué réellement, c'est l'Europe face aux BRICS. Là encore, une situation très différenciée au sein de l'Union européenne, parce qu'on imagine bien qu'Emmanuel Macron, Keir Starmer, le chancelier Merz, ex-BlackRock et compagnie, ne voient pas cela d'un œil très intéressé et très positif. Pour autant, il y a d'autres initiatives qui semblent beaucoup plus intéressées par ce que font les BRICS. Oui, tout à fait. Alors, on peut citer évidemment, bien sûr, la Serbie. La Serbie qui est dans une position particulière parce que historiquement très proche de la Russie, évidemment, c'est un pays orthodoxe et puis ils ont une histoire commune. La Serbie, pour autant, est toujours sur le chemin, comme ils aiment à le dire, de l'Union européenne. Qui se fait traiter de façon absolument scandaleuse. Je vous rappelle Aleksandar Vučić qui s'est rendu aux célébrations du 9 mai, qui a été traité de tous les noms par Kaja Kallas, donc la diplomate en chef de l'UE, qui expliquait très concrètement que s'il venait célébrer la victoire contre le nazisme en Russie, potentiellement son pays ne pourrait plus rentrer dans l'UE. Bon, il y a quand même été, on se doute bien que c'était des menaces un peu en l'air de l'Union européenne, mais donc la Serbie est sous une menace constante de l'Union européenne, sous des pressions parfois très directes de l'Union européenne, et veut toujours y rentrer, mais se laisse la porte ouverte pour aller vers les BRICS. Donc on voit bien qu'il y a ces deux mondes-là qui coexistent un peu, et je ne pense pas qu'ils puissent exister ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix. Et on verra ce qui se passe. Mais en ce moment, la Serbie est en pleine révolution colorée. Donc on se doute que le choix va un peu se diriger vers l'Union européenne, selon toute vraisemblance. Il y a une autre position au sein de l'Union européenne qui est intéressante, évidemment, c'est toujours celle d'Orban. Viktor Orban, donc le Premier ministre hongrois, qui lui a un rapport, donc des rapports tout à fait cordiaux avec la Russie, parce que il dépend des hydrocarbures russes, donc il ne veut pas se couper des hydrocarbures russes, évidemment, mais aussi avec la Chine, parce qu'il est aussi, lui, sur les routes de la soie. Il a reçu Xi Jinping il y a 2-3 ans, et quand Xi Jinping avait fait une tournée en Europe, il était passé notamment voir, outre Macron, où ça ne s'était pas très bien passé, il était passé voir Viktor Orban, avec qui ça s'était très bien passé, et Aleksandar Vučić. Donc en Serbie, parce que la Chine a aussi une histoire avec la Serbie, parce que l'ambassade chinoise s'était fait bombarder par l'OTAN, il y avait eu des morts, etc. Absolument. Bon, histoire commune. Mais donc, histoire commune qui permet d'apprécier l'Occident. Voilà, exactement, tout à fait. On sait à quoi s'en tenir. Donc effectivement, on a ces positions-là au sein de l'Europe, mais qui sont malgré tout très esselées. Après, le reste, enfin si, on peut citer quand même l'Italie, qui a une très bonne relation aussi avec la Chine, qui est aussi sur les routes de la soie. Qui a une bonne relation aussi avec Trump. Et qui a une bonne relation avec Trump, tout à fait. L'Italie, de toute façon, est peut-être en passe de prendre le leadership européen en ce moment, parce que les dirigeants mondiaux, qu'ils soient chinois, qu'ils soient russes ou qu'ils soient américains, ont la volonté de discuter avec les nations davantage qu'avec l'Union européenne. Et ont effectivement des facilités à discuter avec Meloni, qui est malgré tout une européiste, mais qui est quand même plus ouverte à ce genre de discussion que ne peut l'être un Macron, ou même si on va vers Starmer, etc. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le fait d'avoir ce besoin de discuter avec des nations, encore faut-il qu'il en reste des nations. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi effectivement ce que défendent les BRICS. Les BRICS, c'est comment dire, j'allais dire une alliance, mais c'est pas vraiment une alliance. C'est un groupement de nations qui essaient d'avancer ensemble, qui essaient en tout cas d'avancer commercialement ensemble et de créer des règles ensemble pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Ce qui est évidemment très différent de ce que crée de l'autre côté le monde unipolaire, de ce que crée que ce soit Bruxelles ou que ce soit l'OTAN. Et ça aussi, ça mérite d'être creusé, cette question de vivre ensemble. Les BRICS, c'est d'ailleurs un ensemble très, très, très hétéroclite.
qui n'a absolument pas de volonté d'homogénéité. Ah non, pas du tout. Mais c'est très intéressant parce que finalement, c'est l'inverse total de la construction européenne, par exemple. Tout à fait. Mais donc, c'est la vraie diversité. C'est-à-dire qu'on met vraiment en avant la diversité. La diversité, c'est ça. C'est-à-dire que si vous allez en Chine, vous vivez en Chine. Vous ne vivez pas avec des McDo, même si évidemment il y a des McDo. Mais bon, j'exagère, les gens comprennent ce que je veux dire. C'est chacun a ses différences et on met en avant ses différences et chacun joue là-dessus. Et c'est loué, quoi. C'est quelque chose de loué, alors que nous, on essaie aujourd'hui de l'éteindre, c'est évident. Si on devait conclure cette émission, Frédéric Aiguille, peut-être comment expliquez-vous, on va dire, votre impression et la nôtre, sinon on ne considérerait pas qu'aller au sommet des BRICS est si important, et face à nous, une masse de médias du système, comme moi j'aime bien le dire pour éviter l'anglicisme. Comment nous, on considère que le monde de l'avenir se joue là-bas et que, dans le même temps, les médias se désintéressent d'un tel, voire le dénigrent, un tel événement? Parce que je pense qu'il n'y a pas eu la prise de conscience de ce qui est en train de se jouer. On est encore, en fait, en Occident, et on peut le voir, c'est pas limité au gouvernement en place. C'est-à-dire que quand vous avez des eurodéputés qui vont à Budapest, justement, pour célébrer une Gay Pride qui est interdite en Hongrie, on a cette position, finalement, de supériorité morale qui est vraiment ancrée en nous et qui est toujours ancrée dans les médias. Et on n'arrive pas à le dépasser, et donc on n'arrive pas à comprendre que quelque chose puisse se créer à côté parce qu'on n'accepte pas l'ordre qu'on a mis en place, en fait. Les BRICS n'acceptent pas l'ordre parce qu'on est d'une hypocrisie, encore une fois, le double standard, tout ce que vous voulez. Et ça, on est incapable de faire notre autocritique, en fait. Les médias sont incapables de faire leur autocritique. Ils considèrent, encore une fois, que l'Occident est la grande lumière et avance et paré de toutes les vertus et n'avance que vis-à-vis de ça. Et donc on regarde ça un peu du coin de l'œil et on le balaye et on ne comprend pas du tout ce qui est en train de se jouer, en fait. On ne comprend pas du tout que l'avenir du monde, il se joue là, en fait. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette révolution-là qui est en cours, qui se fait contre nous-mêmes et contre ce que représentent ces gens, parce que ils ont cette pseudo-supériorité morale qu'ils essaient d'imposer aux autres, qu'ils échouent, ils échouent à le faire, et aujourd'hui le monde se laisse plus faire, mais on est encore noyé dans notre brise, quoi. On est encore noyé dans notre brise où on pense qu'on est au-dessus de tout, et qu'on peut toujours tout diriger, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, et que c'est aujourd'hui inacceptable pour ces pays-là, quoi. Quand vous allez aller au sommet des BRICS, vous allez arriver à dire que vous êtes journaliste français? Mais vous savez, enfin, en général, on est très bien reçu. J'étais très bien reçu en Russie parce que les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'il y a des différents courants de pensée dans les pays, et ils se doutent bien que si vous venez là, même si ce n'est pas toujours le cas, mais ils se doutent bien que si vous venez là, c'est que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe ailleurs. Donc non, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, on verra, je vous dirai. De toute façon, vous le verrez très concrètement. Donc voilà, non, ça va être... Merci beaucoup, Frédéric Aiguille. En tout cas, bon voyage. Mais Merci. Bon, au moment de la diffusion, vous serez déjà sous les... Enfin, pas les cocotiers, mais avec les cariocas. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que je compte toujours sur vous pour le petit pouce en l'air qui améliore le référencement. J'espère que vous avez d'ores et déjà écrit dans les commentaires toutes vos suggestions au fil de cette émission. N'oubliez pas de relayer si vous le pouvez, cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt.